Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de livres qui, à mon goût, ne sont pas assez mis en valeur sur Booktube, Instagram et compagnie. Bref, ces pépites littéraires dont malheureusement on ne parle pas assez. J'ai évidemment été inspirée par mon amie Aurélie de la chaîne Livre Romancienne qui avait fait une vidéo similaire il y a quelques mois. Mois, je ne me rappelle plus, et qui était venue me voir en MP en me disant tu devrais le faire ce thème parce que c'est vrai que tu lis pas mal de livres qui sont pas forcément très populaires sur les réseaux, et c'était resté dans un petit coin de ma tête, et donc je suis son conseil tout simplement, et je trouve que pour les vidéos pré-filmées de cet été c'était un thème parfait. Donc j'ai sorti 8 livres. Alors attention, évidemment ce sont pas des livres dont on n'a jamais parlé, qui sont vraiment inconnus, où il y a 3 personnes qui les ont lus. Ce sont des livres qui à un certain moment ont été un petit peu mis en avant sur les réseaux, notamment par leur maison d'édition, mais qui à mon goût devraient avoir beaucoup plus de succès, beaucoup plus de rayonnance sur les réseaux. Donc ce sont pas non plus totalement des inconnus. Évidemment moi je vous en ai déjà parlé, mais ce sont pas des livres qu'on va retrouver sur toutes les chaînes, ce sont pas des gros titres qui ont été lus par absolument tout le booktube. Alors évidemment aussi il faut nuancer dans le sens où voilà, il y a certaines catégories de booktube, peut-être que sur certaines autres catégories on a beaucoup plus parlé de ces romans, mais que vu que je ne suis pas ces personnes parce que je les connais pas encore ou je ne sais quoi, bah forcément je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas regardé toutes les vidéos du booktube français. Sinon je pense qu'il me faudrait 3 vies pour faire ça. Je sais juste que moi je trouve que ces livres mériteraient un petit peu plus de rayonnance. Ça veut pas dire qu'ils sont inconnus, mais que voilà, moi j'aimerais qu'ils soient un petit peu plus mis en avant, car ce sont de très bons romans. Ça fait partie pour la plupart de mes top 10 du trimestre, voire même il y en a un, c'est mon livre préféré de l'année dernière. Donc d'ailleurs on va commencer par celui-là. Le premier livre que j'ai envie de vous présenter en pépite méconnue, c'est Rendez-vous sur l'île de l'horloge de Meg Schaffer, publié chez Nami. C'est mon livre préféré l'an dernier, genre littéralement, et on en a quasiment pas parlé. Alors, quand il est sorti, évidemment, toutes les lectrices Nami ont parlé de ce livre, toutes les lectrices Nami ont publié sur Instagram et compagnie, mais globalement, par rapport à certains titres, par rapport à des livres, notamment de chez Charleston aussi, qui est la grande sœur de la maison d'édition Nami, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, et c'est tellement dommage. Il est tellement exceptionnel ce livre, il est beau, il est touchant, il y a une chasse au trésor, il y a une relation mère-fils, même si techniquement c'est pas sa mère biologique, mais qu'elle le considère comme son fils. Il y a des relations toutes mignonnes, il y a un vieux monsieur qui est adorable et qui a qu'une envie, c'est de faire plaisir à ses enfants adoptifs, même si techniquement c'est pas leur père légal, mais qui les considère comme les ayant pris sous son aile, et il fait tout pour qu'ils réussissent dans la vie. Bref, c'est un livre qui est juste plein de belles choses, qui est bien écrit, qui est émouvant, qui est drôle, qui est plein d'aventures. Vraiment c'est un livre génial. Pour vous donner le résumé, en fait c'est un célèbre auteur qui s'appelle Jack Matterson qui a fait une série de livres pour enfants il y a quelques années, hyper populaire, et il a sélectionné quelques enfants pour venir sur son île, et certains de ces enfants qui étaient souvent pas des enfants très heureux dans leur vie ont eu la chance de pouvoir le rencontrer en vrai, et c'est comme ça que 20 ans plus tard, alors que plus personne n'entend parler de lui, qu'on sait pas trop ce qu'il est devenu, qu'il s'est mis reclus sur son île, il annonce qu'il y aura un ultime tome et qu'il n'y aura qu'un seul exemplaire, et que pour cela il organise une chasse au trésor, et qu'il n'y a que le vainqueur qui pourra lire le fameux livre et en faire ce qu'il veut. S'il veut le vendre pour 3 millions d'euros, il fait ce qu'il veut. Et c'est comme ça qu'il va réinviter tous ces enfants qu'il a connus, qu'il a aidés à un moment dans leur vie, pour une ultime chasse au trésor. Et notamment nous avons Lucie qui est assistante sociale et qui s'est très fort rapprochée d'un petit garçon qu'elle considère comme son fils, et qui fait tout pour essayer de l'adopter, sauf qu'elle a une situation personnelle qui est pas très favorable à l'adoption. Elle vit en coloc, elle n'a pas des revenus très élevés, elle est célibataire, bref, c'est très compliqué pour elle de pouvoir adopter ce petit garçon qui est comme son fils, parce qu'elle l'élève tel quel, même s'ils n'habitent pas dans le même endroit, mais elle veille vraiment sur lui, et donc elle va tout faire pour gagner cet exemplaire dans le but de pouvoir le revendre pour avoir l'argent nécessaire pour adopter ce petit garçon, sachant que cette série de livres c'est aussi ce qui les réunit, parce qu'elle adorait cette
cette série quand elle était petite et qu'elle l'a fait découvrir au petit garçon qui lui l'adore et du coup ils sont connectés par cette série. Et c'était trop bien, vraiment je vous conseille, rendez-vous sur l'île de l'horloge, comme je vous dis c'est mon livre préféré de 2024. C'était excellent et malheureusement on le voit pas assez. Un autre livre qu'on voit pas assez, qu'on a vu relativement mais qui depuis sa sortie on le voit plus vraiment, c'est un livre des éditions Hurlevent et je trouve que par rapport à certains autres titres il a tendance à être un petit peu plus mis en retrait, je dirais. Par exemple il y a une grosse com sur Descendre sur tes mains de Laura Lake qui mérite clairement son succès, qui clairement il mérite son succès. J'aurais pu vous mettre aussi Nuit d'orage à Haute-Rive qui était excellent, que pareil on n'en entend pas parler alors que ce roman est pépite, mais je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de la semaine dernière donc j'ai voulu varier les plaisirs et je vous mets Prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka qui va parler des derniers moments de la famille des Romanov, romancé évidemment du point de vue d'un personnage fictif qui serait la petite fille qui évidemment n'a jamais existé, de la reine Victoria et qui se retrouve à Saint-Pétersbourg à vivre avec la famille royale pendant les dernières années qui ont précédé voilà la fin de la dynastie Romanov, la fin de l'empire russe et compagnie. Et c'était un livre mais excellent, vraiment excellent. Moi en plus je suis fascinée par cette histoire, je trouve que c'est un des plus grands mystères, même si maintenant il est résolu, mais pendant des années ça a été un grand mystère. Est-ce que les enfants ont survécu, est-ce que la princesse Anastasia est en vie et compagnie, et je trouve que vraiment c'est une histoire romanesque. Clairement, dans une plus grande mesure, j'aimerais préciser que moi j'adore l'histoire parce que je trouve que quand on s'intéresse vraiment à l'histoire, on a des romans. L'histoire, elle est truffée d'histoires comme ça qui sont magiques, qui sont secrètes, qui sont vraiment mystérieuses. Il y a plein de choses. Notamment, c'est pas pour rien qu'il y a plein de séries qui sont inspirées de l'histoire, parce qu'en fait l'histoire, il se passait des trucs de fou et du coup c'est vrai que combiner l'histoire avec le côté un peu roman, et ben ça a marché pour moi, surtout l'histoire Romanov. Et Shannon Malka, j'adore sa plume, vraiment c'était hyper bien écrit et c'est dommage qu'on n'en parle pas assez parce que c'est vraiment un roman de qualité. Donc vraiment sur les Hurlevent que j'ai lus, ça fait partie de mes préférés. Si jamais vous savez pas trop vers quoi vous tournez, sachant que moi j'ai eu quand même quelques déceptions chez les éditions Hurlevent, alors plus de bonne lecture que de déception, mais celui-là c'est vraiment un titre que je vous recommande plus. Ensuite j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a fort longtemps. Je crois que c'était 2021, 2022, je sais pas. Ah bon, ça fait déjà quand même un petit moment. Je vais vérifier, mais je crois que c'était 2021. 2021. C'est un de mes premiers services de presse. Des éditions Pygmalion. Feu les éditions Pygmalion, vraiment, elles me manquent tous les jours de ma vie. Je pense que j'avais eu la saga des enfants infidèles en premier et que ça a été mon deuxième service de presse. Et depuis, il a survécu à toutes les purges de ma vie. Toutes les purges de mes bibliothèques. Et je peux vous dire qu'il y en a eu depuis 2021. Parce que déjà j'ai déménagé dans le nord, donc autant vous dire que tout ce qui n'était pas nécessaire, ça partait. Et parce que je suis limitée à, comme vous voyez, 2 étagères de livres lus. Alors ça peut paraître beaucoup, hein, mais je vous rappelle que je lis 150 livres par an à peu près. Si on fait calcul, bon, on va aller à la tranche basse parce que j'ai pas exactement lu 150 livres par an, mais sur 4 ans on peut dire que j'ai lu à peu près 500 livres. Pas 600 parce que voilà, j'ai pas exactement lu, il y a une année où j'ai eu 100 livres, d'autres 120, enfin voilà. Mais au moins 500 livres. J'ai 2 étagères, 500 livres. Autant vous dire que j'en ai fait des purges, j'ai fait des unhauls, je vous en ai fait plein, je vous en ai fait des vidéos, des vidéos où vraiment je purge complètement, et ce livre a résisté à tous les ménages. Tous! Il s'agit des fantômes de Harvard de Francesca Seritella. Et je sais que ce n'est pas parce que c'est l'un de mes premiers services de presse, c'est parce que vraiment j'ai un super souvenir de ce livre. Vraiment, j'ai un souvenir exceptionnel de ce livre. C'est de la Dark Academia pure et dure. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte universitaire, avec quelque chose d'un peu toxique, une ambiance un peu dramatique, un peu romantique, avec une très forte relation à l'art. Alors je sais plus quel est l'art ici, mais je crois que c'est l'écriture ou je ne sais plus. Et évidemment un mystère. En fait c'est une jeune femme qui, lorsque son frère se prend sa propre vie, décide d'aller étudier à Harvard pour découvrir ce qui s'est passé parce qu'elle comprend pas comment ça a pu arriver. Et elle va commencer à enquêter parce que son frère avait un journal et on a l'impression qu'il devient un peu paranoïaque, qu'il a des délires et compagnie. Et puis plus ça va aller, plus elle va commencer à entendre des voix. Ce livre était excellent, vraiment. Je me rappelle l'avoir bouffé, je me rappelle m'être dit
waouh. Et c'est ma première expérience de Dark Academia. J'adore vraiment ce genre, je l'aime vraiment beaucoup. Et je me souviens avoir juste une excellente expérience de lecture. Est-ce que si je le lisais maintenant, je l'aimerais autant? J'en ai aucune idée. Mais je sais que ça fait partie des livres qui, je pense, resteront dans ma bibliothèque. Je me vois pas en fait l'enlever. Tellement j'ai un super souvenir de ce livre. Même 4 ans après, c'est vous dire, 4 ans après. J'ai toujours pas envie de le donner à quelqu'un d'autre ou voilà. Et vraiment, je peux que vous conseiller. Si vous aimez la Dark Academia, essayez de vous le procurer. Je pense que vous pouvez l'avoir peut-être en occasion maintenant, peut-être à la bibliothèque, je sais pas. Mais c'était un livre excellent. Et personne n'en a parlé. Genre littéralement personne n'en a parlé. En même temps c'est vrai que publié chez Pygmalion alors qu'à la base c'est une maison d'édition de fantasy, c'était pas forcément lui donner la meilleure chance on va dire. Mais c'était vraiment un livre exceptionnel et je l'ai adoré. Donc pour le coup ça c'est vraiment la pépite dont personne n'a parlé. Ensuite pour tous les fans de Cozy Mystery, il y a certaines sagas qui sont très populaires, qu'on voit partout, par exemple Anna Swanson, tout le monde en parle. Les détectives du Yorkshire qui sont derrière, personne n'était censé mourir pendant ses vacances, tout le monde en parle. Par contre, il y a une saga qui est vraiment très qualitative et dont, à part quelques personnes sur Bookstagram qui vont être vraiment que focus sur le Cozy Mystery, je l'ai pas vu passer du tout. Je l'ai très peu vu et pourtant c'est tellement qualitatif. C'est la saga des 3 Dahlia, donc de Katie Watson. Le premier tome c'était Meurtre à Aldermere House et d'ailleurs le 3e tome sort je crois, alors je vous avoue que je me rappelle plus si c'est juillet, août ou septembre, mais c'est très bientôt et franchement ça c'est une saga incroyable. On n'est pas du tout sur les longues sagas où on va publier 4 tomes par an et compagnie, puisque quand ils ont commencé la publication, ils étaient à jour avec la publication américaine. C'est un livre qui a été sorti en anglais en 2022 et qui est sorti en français en 2023. Donc on est vraiment sur une publication un peu plus classique avec un tome par an. Mais surtout ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a une dynamique qui est quand même assez rare, qui est multigénérationnelle. C'est-à-dire qu'on a une vingtenaire, une quarantenaire et une soixantenaire ou alors 70 ans, bref, on a 3 générations vraiment très différentes et je trouve que ça apporte une espèce de dynamique d'équipe qui est immaculée. C'est un truc que j'ai rarement vu et qui marche hyper bien. Parce que vous avez vraiment ce côté un peu ingénu de la plus jeune, ce côté sage, je sais un petit peu tout de la plus vieille, et celle du milieu qui est un petit peu faux-folle, qui fait un petit peu tout et n'importe quoi parce qu'elle est dans une période de sa vie où c'est bon, elle en a plus rien à faire de ce que les autres y pensent, et voilà, elle se lâche pour que ça matche vraiment très bien. Pour vous donner un petit peu le synopsis de cette saga, en fait on va suivre l'histoire d'un personnage qui s'appelle Dahlia Lively, qui est un petit peu comme Miss Marple d'Agatha Christie, qui a été très très populaire et qui a fait l'objet de plusieurs adaptations. On a donc la première actrice qui a fort longtemps a fait les premiers films. On a aussi du coup cette quarantenaire quinca qui elle a joué dans une série télé, un revival qui était hyper populaire, c'est d'ailleurs le plus populaire des 3. Et on a un nouveau revival, mais cette fois encore une fois au cinéma, et c'est là qu'on a notre 3e actrice qui est plus jeune. Et donc les 3 vont se retrouver dans une espèce, pas de convention, mais de réunion de travail pour fêter un petit peu la fin du tournage, où on va avoir les héritiers de l'autrice, les producteurs, les actrices, enfin tout le monde quoi. Et c'est à ce moment-là, lors d'un dîner, le premier dîner d'ailleurs, dans la demeure du coup qui appartenait à l'autrice, qui s'appelle donc Aldermere House, et au premier repas du soir, quelqu'un meurt empoisonné. Et là, les 3, elles sont paniquées et elles vont décider de mettre à profit ce qu'elles ont pu apprendre en jouant justement cette fameuse détective pour essayer de découvrir qui a tué, alors je ne sais plus qui est mort, mais qui a tué le mort, et franchement c'était trop bien. Le 2e tome est sorti l'année dernière, il était excellent. Moi j'ai qu'une hâte, c'est lire le 3e, parce que vraiment c'est une saga qui mérite d'être connue, et si vous aimez le Cozy Mystery et que vous n'avez toujours pas découvert cette saga, mais allez-y. Je ne suis pas certaine mais je pense qu'elle est sortie en format poche depuis, et franchement c'est une pépite, et malheureusement on ne l'a pas assez vu passer à mon goût. Ensuite, moi je vous en ai parlé depuis ces derniers mois, en long, en large, en travers, en diagonale, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que je la vois quand même pas assez passer, alors un petit peu plus en ce moment parce qu'il y a eu tout cet engouement autour de la venue de l'auteur en France. Je crois que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Donc il y a eu quand même, voilà, cette com, ça a vraiment très très bien marché. Ça a un petit peu plus fait connaître, je trouve, l'auteur et compagnie, parce que moi j'ai vu pas mal de choses là-dessus, mais j'ai vu pas beaucoup de gens avoir lu cette saga, et pourtant qu'est-ce qu'elle est bien. C'est Malice de John Gwynne, publié chez Léa. Je pense que pour ceux qui sont réguliers dans mes vidéos, vous saviez où j'allais. Évidemment, c'est une saga que je lis en lecture commune en ce moment. Je lis le dernier tome, qui est donc le tome 4 en juillet
lors de la sortie de l'audiobook parce que j'aime beaucoup l'audiobook. Et du coup, cette saga, elle est exceptionnelle. Et franchement, c'est tellement dommage qu'on ne la voit pas plus sur les réseaux. Alors comme je vous dis, ces derniers temps, avec la com que Léa avait faite lors de la venue de l'auteur, on l'a un petit peu plus vue. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la lisent et c'est tellement dommage parce qu'elle est tellement bien. Si vous aimez les intrigues à la Game of Thrones avec plein de personnages différents, avec vraiment des alliances qui se font, qui se défont, avec plein de lieux différents, avec vraiment plein de choses comme ça, avec des prophéties et tout, vous allez adorer Malice. Vraiment, vous allez adorer Malice. Attention à ne pas lire si vous êtes exclusivement un lecteur de young adulte et que vous voulez commencer la littérature adulte. Il est très complexe au début, il faut vraiment s'accrocher et c'est pas pour moi la bonne passerelle pour commencer la fantasy adulte. Pour moi, il y a des livres qui sont un peu plus accessibles. Celui-ci risque de vous dégoûter et ce serait dommage. Je pense juste que voilà, il faut quand même être un petit peu aguerri en termes d'habitude de lecture de fantasy adulte. Faut pas que ce soit votre premier parce qu'il est quand même assez rude. Il faut suivre et dites-vous, c'est un des rares livres où j'ai dû prendre des notes. Alors je vous avoue que c'est surtout le premier tome parce qu'après on s'habitue un petit peu. Mais du coup voilà, si jamais vous avez envie de vous mettre progressivement à la littérature adulte, peut-être commencez pas par ça, vous risquez d'être dégoûté et ce serait vraiment dommage parce que la littérature de fantasy adulte, c'est un monde, un univers qui est exceptionnel. Mais je vous conseillerais plutôt des sagas, on va dire, qui sont plus faciles à absorber, comme l'Assassin Royal, que je ne cesserai de vous recommander jour, nuit, jusqu'à ma mort, ou même Game of Thrones, parce que du coup vous avez un petit peu une idée de l'intrigue, la plume est très fluide et du coup vous n'allez pas être perdu, ça va pas être indigeste ni rien, mais Malice, si jamais vous avez déjà fait l'expérience de la fantasy adulte et que vous aimez ça, mais qu'attendez-vous? Cette saga exceptionnelle. Une autre saga qui pour moi vraiment mériterait tellement d'être mise en avant et qui, bah oui, à sa sortie il y a eu quelques posts mais je trouve qu'on n'en parle jamais et c'est trop dommage. Alors quand je dis jamais, évidemment tout est relatif, on en parle mais pas assez. Je trouve qu'elle mérite beaucoup plus de succès. C'est Outre Noir de Mark J. Gregson, publié chez Lumen. Alors est-ce que quand il y aura l'adaptation au cinéma ce sera beaucoup plus mis en avant? Je ne sais pas, mais en tout cas vraiment c'est une saga qui est trop chouette. Si vous avez aimé Red Rising, mais lancez-vous dans Outre Noir parce que on a vraiment des similitudes dans le sens où c'est entre la SF et la fantasy, vous avez vraiment des éléments des deux. Vous êtes sur une espèce de dystopie où vous avez un monde qui est, en gros, vous avez des îles flottantes qui est le monde du dessus et sous les nuages vous avez les gueux quoi, le monde du dessous. Le monde du dessus ne communique pas avec le monde du dessous, vraiment c'est genre c'est par caste. Et même dans ces îles du monde du dessus, vous avez des castes avec les plus nuls jusqu'aux aristocrates. Et on est sur une espèce de réécriture de Hamlet puisque notre héros est d'abord le fils du chef, on va dire. Et son oncle va prendre la place de son père et lui il va tomber tout en bas de la hiérarchie sociale avec sa mère et vivre parmi ce qu'on appelle les subs qui sont la classe la plus basse de ce monde d'en haut. Et vous avez des espèces de serpents mécaniques qui volent, qui viennent attaquer les îles. Et donc vous avez une académie pour devenir chasseur, monter à bord d'un vaisseau et aller défoncer du serpent. C'est la voie que va choisir Conrad après voilà, sa déchéance pour se recréer une vie loin de tout ça parce qu'il veut plus rien avoir à faire avec son oncle et en même temps il aimerait pouvoir sauver sa sœur qui elle est restée avec son oncle et qui du coup a été endoctrinée par son oncle voilà toute sa vie. Et franchement c'était une saga incroyable. Ça peut paraître bizarre comme résumé mais c'est... Déjà, il y a une fond de famille qui est exceptionnelle, il y a une bromance que j'ai adorée, il y a un côté d'épreuve, il y a un moment académique, il y a un moment de chasse galactique, vraiment, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est pas de la hard SF, vous n'allez pas avoir des termes qui sont compliqués à comprendre au niveau de la technologie, voilà, de l'espace. C'est juste des éléments de SF intégrés dans un univers fantasy / dystopique et c'est trop bien. C'est trop bien si vous aimez Red Rising, mais lisez Outre Noir parce que vraiment, on est sur les mêmes vibes, c'est aussi addictif. C'est génial, les 2 premiers tomes sont sortis, le 3e sortira l'année prochaine et conclura cette trilogie vraiment épique.
et ce livre mériterait d'être aussi brillant sur les réseaux que sa couverture. Ensuite, un livre que Aurélie avait aussi présenté dans sa vidéo et dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, il s'agit des Portes perdues de Shannon Maguire, publié donc chez Pygmalion, qui est mon premier service de presse, qui est le premier tome de la saga des enfants indociles, qui va suivre une espèce de académie pour enfants qui en fait sont allés dans des mondes parallèles via des portes, en sont revenus et sont malheureux d'être dans le monde réel, n'aspirent qu'à une seule chose, repartir, et du coup ils sont un peu perdus, ils sont pas bien dans leur peau et tout, et vous avez donc la directrice qui elle-même a fait cette expérience quand elle était petite, qui a créé cette académie pour qu'ils se sentent tous un petit peu compris, pas seuls et qui vivent au mieux en fait ce traumatisme d'être revenus dans le monde réel. Sauf que va y avoir un meurtre à l'arrivée d'une nouvelle élève et c'est comme ça qu'on va suivre un petit peu cette académie un peu bizarre et qu'on va en apprendre plus sur les différents mondes. C'est une saga qui malheureusement ne sera plus traduite, les 3 premiers tomes ont été traduits et Pygmalion ensuite a lâché la traduction tout comme il a lâché la maison d'édition, on va pas se mentir. Donc malheureusement vous n'aurez pas la suite. Par contre ce sont des livres qui peuvent se lire vraiment séparément, il y a un petit fil rouge mais honnêtement si vous les lisez tout seul ça passe et ce sont des petites pépites. C'est des petites bulles de même pas 200 pages où vous allez vraiment voyager dans des mondes complètement fous, complètement incroyables et avec des personnages qui sont très intéressants, beaucoup de diversité, ça va vite et en même temps ça prend son temps et avec peu de pages, l'autrice arrive à vous faire des mondes incroyables et à vous les décrire avec une précision chirurgicale tellement que vous avez l'impression d'y être et pourtant il n'y a que 200 pages mais j'ai jamais vu un livre de 200 pages être aussi fourni, pourtant c'est écrit gros, c'est pas, enfin voilà quoi, c'est pas, mais c'est pas le nombre de mots qui compte, c'est la façon dont ils sont utilisés et là clairement c'est le parfait exemple. Ce sont des petites pépites, vraiment les 3 premiers tomes. Vous avez donc les Portes perdues de brindilles et d'os et Sous un ciel de sucre. J'ai pour ma part DNF la saga puisque je vais garder ces 3 livres pour le moment. La question est, est-ce que je revends ces éditions et je me lance dans les versions anglaises, puisque là il y a déjà 10 tomes je crois en anglais. Est-ce que j'attends de voir si ça va être traduit par quelqu'un d'autre? Je sais pas. Vraiment je suis en pleine hésitation, je suis juste en pleine souffrance que cette saga ne soit plus éditée parce que vraiment c'était de la bombe. Vraiment c'est incroyable et évidemment pas très connu. Donc malheureusement alors que vraiment c'est qualitatif et comme je vous dis, pourtant moi j'aime pas les livres trop courts quand c'est de la fantasy parce que j'ai l'impression que c'est pas assez travaillé, mais là c'est travaillé avec peu de mots, c'est incroyable et vraiment ça c'est une déchirure. Et enfin je vais terminer sur un livre qui a eu un petit peu son moment de gloire au moment de sa sortie mais j'ai l'impression que personne n'en parle. Il s'agit de Daughter of Darkness de Catherine et Elisabeth Corr, qui est l'un des seuls livres que j'ai aimé lors de mon année de partenariat avec Hugo Stardust. Avec Damsel que j'avais bien aimé aussi. C'est vraiment the livre, mon préféré, un des seuls que j'ai aimé de toute façon. Alors je ne critique pas ni la maison d'édition ni leur ligne éditoriale, c'est juste que le reste était beaucoup trop romantasy pour moi, je m'en étais pas rendu compte au moment où j'avais postulé et du coup ça correspondait juste pas à mes goûts de lecture. Mais il y a des très bonnes critiques sur les livres de Hugo Stardust. Vraiment, c'est pas du tout une critique sur la ligne éditoriale. C'est juste par rapport à mes goûts, c'était pas en adéquation. Par contre, celui-ci, incroyable. Vraiment, j'ai adoré. C'est de la mythologie grecque, mais que j'ai trouvé très original. En fait, ensuite, une jeune fille qui s'appelle Deina, en fait, dans un monde où, en Grèce, vous avez plusieurs temples par ville qui vont être associés à des... En général, il n'y en a pas plus de 3 différents par ville. Et elle fait partie du temple d'Hadès. Elle est asservie à vie, voilà, à servir le dieu Hadès. Et sa tâche, c'est de désunir l'âme des défunts de leur corps pour qu'ils puissent aller du coup dans le Styx, pour qu'ils puissent passer, voilà, et aller dans le royaume des enfers d'Hadès. Et un jour, vous avez Orphée qui rend visite du coup à ce temple, voilà, composé de personnes qui servent le dieu Hadès, et il va leur demander d'aller chercher Eurydice aux enfers. Et va commencer une espèce d'épopée avec des épreuves, avec des monstres, et c'était trop bien, c'était génial, franchement c'était hyper bien. J'ai adoré ce premier tome, j'ai le 2e tome dans ma palle, je le lis cet été sûr, vraiment j'avais trop hâte. D'ailleurs maintenant Hugo Stardust il procède différemment, c'est vous postulez pour
chaque titre à chaque fois et pas pour le partenariat en entier. Je pense qu'ils se sont rendus compte que ça marchait pas trop pour eux cette façon de faire. Et du coup c'est évidemment un titre auquel j'ai postulé, je l'ai reçu en service de presse et j'ai hâte de connaître la fin de cette duologie. En tout cas c'est vraiment quelque chose de qualité et j'ai adoré ma lecture et je l'ai vu nulle part. Alors pas nulle part encore une fois parce que quand il est sorti on en a parlé. Je crois même qu'il y avait eu des collaborations rémunérées à ce moment-là, mais la hype s'est vite essoufflée et on n'en a plus reparlé. Et le deuxième tome, j'ai l'impression qu'il a un petit peu passé inaperçu. Et c'est dommage parce que vraiment je trouvais que c'était très qualitatif. C'était du young adulte vraiment de qualité et j'ai adoré ce titre. Donc voilà. On est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi sur certains titres. Ou alors tout simplement de me dire quel est le livre qui pour vous n'a pas le succès qu'il mérite alors qu'il est excellent. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des petits cœurs de soutien en emoji. Je vous remercie de votre soutien vidéo après vidéo. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et si jamais vous avez envie de me soutenir, un petit commentaire et un pouce en l'air. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous!